merci d'être présent à ce nouveau talk, un talk hors série que nous avons baptisé les différents modèles de transmission de son cabinet. Donc là, on va pouvoir rentrer dans le détail avec 3 invités de renom, de prestige, que je vais vous présenter tout de suite. À ma toute gauche, Henri-Jacques Piry, vous êtes le fondateur du tout nouveau Lapi Group, on peut le dire comme ça. Bienvenue et merci, d'avoir accepté notre invitation. À votre gauche, Jérôme Sabatier, vous êtes le CEO de Triactis Fusac, cabinet de conseil en fusion-acquisition, je peux le dire comme ça. C'est parfait. Et à ma toute gauche, Charles-Philippe Mourgue, que je représente, qui est directeur général délégué d'AGEO Assurance. Les différents modèles de transmission de son cabinet, on va essayer de contextualiser tout ça. L'idée, c'est de pouvoir discuter de ce sujet en 4 points centraux. La première chose, le projet personnel de transmission. Le deuxième, l'enjeu de la pérennité pour la transmission de son cabinet. Les valorisations de marché, on en a un petit peu parlé ce matin, mais là, on va vraiment rentrer dans le détail. Et ensuite, la préparation et l'accompagnement. Voilà, chaque interlocuteur peut évidemment me couper la parole, m'interrompre, demander la parole. Henri-Jacques, je vais commencer par vous, ça tombe bien, vous êtes tout de suite à ma gauche. Quand on fait une transmission, l'élément central, la première chose, c'est le projet personnel. Selon vous, pourquoi ? Parlez bien fort sous votre menton. Bonjour, merci Thierry. Peut-être que le premier élément déclencheur pour finir, c'est l'âge du cédant. Alors nous, on a rencontré depuis 6 mois une soixantaine de courtiers qui réfléchissent à céder leur entreprise. Et en fait, on voit se dégager deux tendances. On a tout d'abord des courtiers qui sont très lucides sur un contexte environnemental avec beaucoup de réglementation, avec des changements de comportement des assurés, mais des citoyens au sens large, avec un recours massif au digital, et puis des nouvelles pratiques de consommation, très clairement. Donc le réglementaire, on a aussi la consolidation du secteur avec tous les porteurs de risques, les fournisseurs qui se regroupent. Bon, donc on est quand même dans un contexte qui met la pression sur les courtiers, et ils sont lucides par rapport à ça, ces courtiers. Donc ils réfléchissent à leur avenir. Donc ça, c'est un premier élément qu'on pourrait qualifier presque d'exogène. Et puis ensuite, il y a un deuxième élément qui est une décision purement individuelle d'un courtier qui a un projet de vie, qui a en général pas mal d'années derrière lui et qui a plutôt réussi le développement de son cabinet. Moi, ce qui m'a frappé dans les rencontres que j'ai faites, c'est que ces cabinets, en fait, c'est souvent un peu sa vie, son œuvre pour un courtier. Hein, c'est vraiment son bébé. Et ça, évidemment, ça ne peut pas s'effacer d'un coup. On ne peut pas faire une transmission comme ça en 3 mois. Et c'est pour ça qu'on a conceptualisé, hein, on peut le dire, hein, on a créé ce concept de la transition douce qui permet à un cédant de s'adosser avec nous. On va en parler un peu plus tard, mais je ne veux pas monopoliser la parole. On a du temps, on peut rentrer dans les détails. Merci Henri-Jacques pour cette mise en bouche. Charles-Philippe, de votre côté, est-ce qu'il y a des éléments externes ou des opportunités inattendues qui peuvent faire qu'on décide de vouloir transmettre son cabinet ? Alors inattendu, il peut toujours rien avoir. Je vais prendre 2 exemples pour pas trop reprendre ce qui a déjà été dit, que je partage. Le premier, parfois, c'est la pure et simple opportunité que je qualifierais presque de fortuite. Un courtier qui, maintenant, je ne citerai pas, mais ça remonte à quelques années, dans le cadre d'un voyage assureur, parce qu'il y en a encore quelques assureurs qui font ça, ce qui permet de créer du lien. En discutant comme ça, il disait « Oui, mais moi, de toute façon, mon cabinet, voilà, il va bien. Bon, si on me propose tant, je le vendrai peut-être. » Et il y a quelqu'un qui était derrière, qui a entendu ça. 10 minutes plus tard, il dit « Dis-moi, je me présente. Je vous entendais discuter, là. C'était vrai, ça ?» Le type dit « Oui, non. Ok, mais moi, je le prends. »
C'est aussi simple que ça. Alors, je ne dis pas que ça arrive tous les 4 matins, mais là, bon, encore une fois, hein, on retombe sur ce que je disais tout à l'heure ce matin. Si l'émotion était là, c'est-à-dire que les deux parties sont d'accord par rapport au prix et finalement sont OK, ça peut aller. Mais donc ça, c'était pour le coup exceptionnel. Mais des opportunités comme ça peuvent arriver. Donc de manière un peu plus familière, ça peut être tout simplement un fonds, un investisseur, quelqu'un qui dirait, bah, écoutez, là, il y a quand même une offre que vous ne pourriez peut-être pas refuser, et il s'avère que ce jour-là, ça tombe bien. La deuxième chose sur laquelle il faut aussi mettre l'accent, ça, on va dire, c'est plutôt le versant positif de la situation. Il peut y avoir aussi un versant négatif, hein. L'élément fortuit externe, c'est le coup du sort. Un gros client qui est perdu, qui est bien rentable. Derrière, effectivement, un chargé de clientèle qui suivait un client important, qui vient effectivement pour des choix de vie ou parce qu'il y a un accident de la vie et autres, ne plus pouvoir continuer à exercer ses fonctions. Et c'est de nature à fragiliser la relation commerciale et donc le suivi de ce client. Tout ce qui pourrait impacter de manière un peu notable, hein, finalement, le chiffre d'affaires à la baisse peut être à un moment donné un révélateur de faiblesse en se disant, est-ce que là, il ne faut peut-être pas effectivement profiter de l'occasion pendant que ça tient, plutôt que de se dire on va jouer le match de trop ou le renouvellement de trop. Voilà, je pense que ce seraient deux illustrations pour faire écho à ce qui a été dit à l'instant. Henri-Jacques, si vous voulez rebondir, n'hésitez pas. Hein. Jérôme, est-ce que c'est vraiment la nature du projet qui va dicter le modèle de transmission? Oui, effectivement, c'est la nature. Je pense qu'il faut commencer par distinguer la cession totale ou partielle. Quand on est dans le cadre d'une cession totale, on est dans une multiplicité de cas de figure qui sont des cas de figure de transmission. Cette logique de transmission, c'est le fait que c'est l'âge de la retraite qui a sonné, donc ça oblige évidemment à céder son portefeuille à un moment donné. Ça peut être la volonté d'une transmission familiale, ça peut être la volonté de la transmission à ses équipes. Ça peut être tout un tas de configurations. Et puis, il y a la transmission partielle qui, elle, peut intervenir à tous les moments de la vie, au cours de la vie du courtier, évidemment, mais également de son cabinet. La transmission partielle, en général, se fait par la transmission de clientèle ou la transmission de portefeuille. Et nous observons à l'heure actuelle de plus en plus d'acteurs du courtage qui nous contactent dans le cadre de transmission partielle. Donc pas de cabinet, mais de portefeuille de clientèle pour assurer le développement du reste du cabinet. Je m'explique. L'idée est de dire que si, par exemple, vous êtes un spécialiste de l'IARD d'entreprise, et que vous avez une part relativement faible dans votre portefeuille de clients en collective vie, ça serait de se séparer de la partie collective vie pour pouvoir dégager du cash pour investir sur la partie IARD professionnelle. Et ce type d'opération est de fait de plus en plus fréquente. Charles-Philippe, vous vouliez rebondir? Non? Oh non, Pardon, j'ai cru que vous aviez levé le doigt. Jérôme, je reste avec vous. Si on parle maintenant de l'enjeu de la pérennité quand on transmet aujourd'hui son cabinet, à quoi sont attachés les dirigeants finalement quand ils décident de céder et quels sont les types d'opérations possibles? Quels sont les types d'opérations qui sont à leur disposition? Alors, ça a été déjà évoqué très rapidement par Henri-Jacques. Il faut bien comprendre que la cession d'un cabinet de courtage, alors là, vous comprenez qu'on est, par rapport à ma segmentation de tout à l'heure, uniquement dans la configuration de la cession totale, pas de la cession partielle, mais dans le cadre de la cession totale, il y a évidemment un aspect affectif extrêmement important. C'est l'œuvre de toute une vie. On touche à l'affect. On touche à quelque chose qui est de l'ordre de l'intime. Donc, forcément que le cédant va attacher une importance à tout. Il va attacher une importance à la pérennité de son cabinet, il va attacher une importance à la pérennité de ses clients, il va attacher une importance au maintien de ses collaborateurs en place, il va attacher éventuellement une importance au respect du nom et de la réputation qu'il a créé pour son cabinet. Donc tout ceci crée un ensemble dont évidemment les acquéreurs doivent tenir compte.
Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le cadre d'une opération de transmission, de cession, je pense que ça va être dit et redit dans cette table ronde, c'est une rencontre. C'est une rencontre entre un acheteur et un vendeur. Donc, d'une certaine manière, si vous m'autorisez une expression un peu triviale, l'un et l'autre doivent faire la danse du ventre à l'autre et l'un. C'est-à-dire que le vendeur doit persuader l'acheteur du fait qu'il est sexy, ce qui était d'ailleurs le terme employé dans la conférence précédente, et de la même manière, l'acquéreur doit montrer qu'il va être le plus à même d'assurer la pérennité et la continuité du cabinet qui rachète. Alors évidemment, ça n'empêche pas l'intégration à un groupe plus important, ça n'empêche pas le repreneur d'imprimer sa touche, évidemment, sur ce qu'il a racheté. Ça donne une certaine liberté quand même au repreneur d'assurer la continuité. Mais comme vous l'entendez, c'est vraiment assurer la continuité qui va rassurer le vendeur. Et c'est cet attachement du cédant à la pérennité de son entreprise qui va rassurer l'acheteur. De ce point de vue-là, d'ailleurs, je pense qu'il est important de dire que le temps du courtier cow-boy est probablement révolu. Qu'est-ce que c'est un courtier cow-boy? Oui, qu'est-ce que c'est qu'un courtier cow-boy? Alors, le courtier est un homme particulièrement attachant qui peut avoir son franc-parler, qui peut avoir un discours assez direct et qui, à un moment donné, peut avoir envie effectivement de vendre soit son portefeuille, soit son cabinet et dire, bah, écoutez, moi j'en veux ce prix-là, je ne vendrai pas en dessous et je me fiche de savoir ce qu'ils font de mon cabinet, de ma marque, de mes employés, de mes clients, ça ne m'intéresse pas. Il faut bien comprendre que ce qui a pu être possible il y a quelques années, peut-être même d'ailleurs quelques mois, n'est à l'heure actuelle plus possible parce que l'acquéreur a naturellement besoin d'être rassuré sur ce qu'il va racheter. À partir du moment où vous appliquez un coefficient, que ce soit sur le résultat ou que ce soit sur le chiffre d'affaires de la clientèle rachetée, ça commence à représenter des sommes relativement importantes. L'acquéreur est en droit de demander un minimum d'engagement vis-à-vis du vendeur. Mais je crois qu'on aura l'occasion de reparler de ça. Oui. Charles-Philippe, je me mets dans la peau d'Ageo, vous rachetez un cabinet, vous l'avez un petit peu expliqué tout à l'heure, comment vous faites? Vous le rachetez directement, 100%? Vous êtes plutôt à 50%, vous l'accompagnez? C'est quoi votre modèle, votre patte Ageo? Alors effectivement, comme je l'ai évoqué rapidement ce matin, Ageo ne fait pas partie de ces cabinets qui est dans une logique de croissance externe à tout prix, puisque notre modèle, c'est un modèle de création de filiales à 50-50. Donc quand je dis 50-50, ce n'est pas 50,1 avec un arrondi, c'est un vraiment modèle 50-50. de parité, c'est du 50-50, où finalement, avec le pacte d'associés, tout ce qui va avec, mais ça donne déjà dans la conception une approche où on est condamné à s'entendre quelque part. Et on retombe sur quelque chose qu'il ne faut pas non plus oublier, qui fait lien avec ce qui a été dit à l'instant, c'est l'affectio societatis, c'est ce qui finalement fait corps au niveau des associés. C'est quand même ça aujourd'hui. Aujourd'hui, Ageo a un peu moins d'une trentaine de filiales, en retraite, en yard et en assurance de personnes. Et donc c'est aussi parce qu'il y a cette aventure commune que ça tient. Alors j'ai réélaboré ça. Je voudrais peut-être juste rebondir sur un ou deux points que j'ai entendus et que je trouve très intéressants. Finalement, dans la confrontation effectivement de l'acheteur et du vendeur, le trait d'union, me semble-t-il, c'est la notion de projet. Et c'est effectivement la manière dont les projets se réconcilient avec quelqu'un qui a un projet peut-être plutôt financier, là aussi de faire une plus-value ou de générer des synergies, créer de la valeur additionnelle qui sera peut-être plutôt quand même le projet de l'acquéreur. Et le projet de celui qui cède, c'est un projet qui peut être patrimonial, qui peut être derrière de s'engager à long terme. Et je trouve que c'est effectivement intéressant parce que cette notion de projet fait que parfois, comme ce n'est pas bien défini, c'est là où il peut y avoir des achoppements. Et je voudrais simplement illustrer ce qu'a dit Jérôme à l'instant avec un exemple. Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de rencontrer un courtier qui commençait à se poser des questions, un cabinet, et il dit « Moi, il y a un point dur, c'est que je ne veux pas que le nom de mon cabinet disparaisse. » Alors parfois, ça peut poser problème quand même, selon les configurations. Et je trouve que parfois, alors ça c'est
point de détail, tout dépend qui est de l'autre côté. Hein. Si c'est un fonds qui rachète, c'est moins problématique que si c'est un gros corporate qui dit votre nom va disparaître aussi rapidement que la taille de la police d'un mois sur l'autre. Mais effectivement, ça permet d'illustrer le fait qu'il peut y avoir des choses très différentes, et puis même pour presque caricaturer, parce que effectivement, c'est aussi une histoire d'homme avec tout l'affect et qu'il peut y avoir, et parfois la passion qui peut caractériser le courtier. Il y a quelques années, là aussi, il y avait un cabinet qui a pu procéder à un rachat, simplement avec une histoire suivante en disant « Moi, j'aimerais bien, si je veux mon cabinet, garder un bureau pour pouvoir y lire mon journal et prendre le café le matin. » Très important. Alors, il y a peut-être certains vieux de la vieille qui, dans la salle, verront à qui je fais éventuellement allusion. Et il y a quelqu'un qui avait entendu ça, et le deal s'est fait avec cette personne parce qu'il avait promis au président qui cédait de lui garder son bureau avec son journal qui arrivait le matin. Donc, voilà, simplement dire que parfois, dans le détail, parce que le sujet de la valorisation et des coefficients fait que parfois, ça peut se rapprocher. Effectivement, ça. Bon, ça peut jouer effectivement sur ça, et donc ça traduit effectivement l'ADN. Donc, en tout cas, sur la manière dont AGEO conçoit effectivement la chose, c'est une approche partenariale et de projet de long terme. Et là, effectivement, nous, c'est indispensable que l'associé qui nous rejoint, que ce soit une association ex nihilo avec quelqu'un qui vient avec son bagage, son savoir-faire, pas forcément de portefeuille a priori, ou quelqu'un qui viendrait nous rejoindre avec derrière un montage où il y a un rachat pour moitié du portefeuille. Nous, on compte bien effectivement sur le fait qu'il y a un alignement des intérêts pour qu'à la fois AGEO et la filiale continuent à grandir ensemble. Et c'est vraiment effectivement cette notion de projet long terme qui, je pense, est importante en tout cas. Henri-Jacques, côté LAPI, vous avez une approche que je peux qualifier d'assez long terme, avec un accompagnement particulier. Vous voulez nous expliquer comment vous faites ? Oui, alors nous on arrive, on jette un peu un pavé dans la mare, hein, un marais dans la pave. C'est bien. On arrive avec une approche qui est très innovante, dans la mesure où notre projet, c'est de laisser le courtier cédant au cœur du dispositif. Donc ça, c'est un modèle qui n'existe pas, en France en tout cas. Il existe dans les pays du Nord, mais il n'existe pas en France. C'est un modèle qu'on qualifie, nous, de 30-70, c'est-à-dire qu'on rachète cash 70% des titres du cabinet et le cédant conserve 30% sur une durée minimum, et ça c'est très important, une durée minimum de 3 ans. Donc on aligne complètement nos intérêts. Et la deuxième sortie se fera au terme donc, de cette première période de 3 ans minimum. Mais cette deuxième sortie se fera à la valorisation, c'est un peu technique, mais du multiple initial. C'est-à-dire que si on a apporté de la valeur au cabinet, si le cabinet a performé, la deuxième sortie du cédant sera bonifiée en conséquence. Donc ça, c'est vrai que ça a créé énormément de traction, comme on dit. On a énormément de courtiers qui se retrouvent dans ce modèle, dans ce modèle de transition, parce qu'il, à la fois, il se projette sur la pérennité du cabinet, comme le disait Charles Philippe, c'est très important, mais il continue avec nous. C'est un projet en fait d'adossement qui respecte l'intérêt des parties. Et nous, qu'est-ce qu'on apporte ? En fait, on apporte une batterie de services, on apporte des outils, on apporte de l'assistance, de l'expertise sur 5 thématiques. Les thématiques financières, les thématiques de relations avec les fournisseurs, que ce soit avec des grossistes ou que ce soit avec des compagnies, les problématiques digitales évidemment, la thématique de l'assistance sur le réglementaire, qui vient quand même lourdement frapper nos petits courtiers. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière. Nous, notre modèle, il ne s'applique qu'à des courtiers de taille raisonnable, c'est-à-dire des courtiers qui vont faire entre 400 000 euros de commission annuelle jusqu'à 1,2 million. Voilà, c'est ça notre terrain de jeu, si je puis m'exprimer ainsi. Donc c'est un modèle, ce modèle LAPI, c'est un modèle qui, encore une fois,
est en rupture avec les schémas de cession traditionnels. Et c'est comme ça qu'on peut expliquer le succès qu'on peut avoir. C'est un peu de la médecine douce, si je vous écoute et si je caricature. Oui, si je ne m'attendais pas à ça, parce que dans la médecine douce, il y a des activités qui sont aujourd'hui un petit peu prises en défaut. Les naturopathes, etc. Donc, je ne sais pas s'il faut le prendre comme un compliment. C'était plutôt sur le côté longueur de l'accompagnement. Nous, voilà, ce qu'on veut, c'est que le courtier regagne du temps commercial, et puisque vous êtes trivial, je vais l'être à mon tour, qu'il externalise ses emmerdes, qu'il externalise ce qu'il n'aime pas faire. Très bien. Et donc ça, c'est de l'administratif, c'est pas mal de choses. Et lui, il veut retrouver du temps commercial, ce courtier. Et c'est vraiment ça qu'on veut lui apporter avec notre dispositif et notre modèle. Pour rebondir, le rôle du dirigeant dans l'accompagnement est très important. Est-ce qu'il faut qu'il soit omniprésent? Est-ce qu'il faut le sortir tout de suite? Quand c'est un accompagnement sur 3 ans, quel rôle vous lui donnez? S'il est encore au capital, pas beaucoup? Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire tous les trois? Henri-Jacques, vous avez le micro, allez-y. Oui, pour continuer. En fait, nous, dans notre modèle, le dirigeant reste mandataire social. Et c'est ce qui nous différencie aussi de pas mal de projets de rachat. C'est que le dirigeant reste le patron de sa boutique vis-à-vis des clients et de l'extérieur, et vis-à-vis évidemment de ses salariés. Donc ça reste le dirigeant opérationnel, ça reste le dirigeant de droit, et c'est d'ailleurs ce qui nous empêcherait d'être dans un schéma de partage à 50-50, c'est qu'il faut à un moment que la stratégie soit calée, soit fixée de façon groupe. Donc nous, le dirigeant reste le patron pendant 3 ans minimum, que ce soit via un contrat de travail, que ce soit en TNS, mais il reste le patron de sa boutique. Et en fait, on vient l'accompagner un petit peu à la manière d'une super nounou qui va prendre en charge les thématiques, pour ne pas dire les points de douleur, que ce dirigeant ne veut pas assumer. Et il veut prendre du plaisir. Alors on a quand même, je termine là-dessus, un cédant qui peut dire, moi je veux prendre un peu de temps pour moi, c'est aussi un projet de vie, cette session. Je veux être en capacité peut-être soit de travailler un peu moins, soit de travailler différemment, soit de prendre un peu de recul, et on lui autorise ce choix professionnel par la batterie de services qu'on apporte. Très clair. Jérôme, le rôle du dirigeant? Oui, là encore, il faut différencier les types de cession-transmission. Évidemment, quand on est dans une transmission partielle, sur un modèle 70-30 comme à ma droite ou un modèle 50-50 comme à ma gauche, on est évidemment sur une transition longue, peut-être dans une logique de CDD à 3 ans à ma droite et dans une logique de CDI à plusieurs années à ma gauche, mais on est sur quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Pour les transmissions qui sont dans une logique totale, nous préconisons, nous, inversement, quelque chose de court mais d'intense. De court parce que à un moment donné, il ne peut y avoir qu'un patron dans l'entreprise. Donc comme il peut y avoir qu'un patron et que si l'ancien patron est là, ça fait 2 patrons, parce qu'un patron plus un patron, ça fait 2 patrons. Donc ça, c'est la première chose. Et intense parce qu'une phase de reprise est une phase assez sensible, en interne comme en externe. Dans le courtage, vous êtes confronté en tant qu'intermédiaire, d'un côté avec les clients et de l'autre côté avec les compagnies d'assurance. Donc il faut évidemment rassurer les clients sur le fait qu'il y a une transition qui se fait, que cette transition va se faire dans la continuité de ce qui se passait précédemment, avec potentiellement une amélioration. Vis-à-vis des compagnies, c'est exactement le même discours. C'est de dire qu'on va donner une nouvelle dynamique à un cabinet qu'on a racheté. Mais tout ceci est évidemment très intense, puisque nous préconisons une passation qui se fasse sur une durée qui ne doit pas être inférieure à 3 mois, parce qu'objectivement,
inférieur à 3 mois, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas tellement de temps pour dire grand-chose et pour faire tellement de passations. Et 9 mois, donc avec une durée idéale à 6 mois, qui paraît la durée la plus confortable, à la fois pour le cédant, pour transmettre un petit peu l'historique au sens large de la vie de sa société, qui existe quelquefois depuis plusieurs dizaines d'années, voire très longues dizaines d'années, si c'est sur plusieurs générations. Et l'acquéreur qui, évidemment, doit prendre connaissance dans un délai très court de la configuration de ce cabinet. Mais il est clair qu'un accompagnement, comme je disais, court et intense est probablement le bon équilibre qui doit être trouvé entre l'acquéreur et le vendeur pour une passation saine et efficace. Charles-Philippe, avant de vous donner la parole, je garde en tête Super Nounou et court et intense en tête. Charles-Philippe, il va falloir trouver une punchline sur l'accompagnement des dirigeants. Je pensais que j'en avais déjà utilisé suffisamment pour dispenser l'exercice, mais bon, je vais accepter Allez, le petit challenge. coup de pression. Bon. Alors, ce qui a été dit est intéressant puisque ça va me permettre de rebondir sur un ou deux points. Alors, AGO, qui existe depuis bientôt 40 ans, a mis en place ce système d'association et de filiales depuis plus d'une quinzaine d'années. Donc, il y a un certain nombre de points de similitude avec ce que Henri Jacques écrivait. Il y en a peut-être deux qui sont aussi notre singularité. Premier, c'est qu'on n'est pas à 70-30, c'est qu'on est à 50-50. Et donc, immédiatement corrélé à ça, ça veut donc dire que ce n'est pas un rachat, c'est un partenariat. Donc ça déjà, quand j'évoquais tout à l'heure l'affectio societatis, ça fait exactement écho à ce que disait Jérôme à l'instant. On est dans cette logique-là. C'est-à-dire que là, il y a ce point d'équilibre et cette culture, cet ADN qui doit être ménagé. Et la deuxième chose, effectivement, qui est importante, c'est l'horizon. On n'est pas sur 3 ans. Nous, on espère que les associés qui seront les nôtres vont passer le plus de temps possible, peut-être même jusqu'à la retraite. Le fait qu'il y ait d'autres associés fait que le portefeuille pourra être de nouveau transmis et rester dans la maison, quelque part. C'est vraiment plutôt la culture. Et ça, je pense que c'est un point important, toujours en termes d'alignement. Et donc, évidemment, dans ce contexte, le rôle du chef d'entreprise, du dirigeant, qui là aussi s'appuie sur les fonctions corporate d'AGO, que ce soit la gestion, que ce soit derrière la conformité, le soutien avec les partenaires et autres, est important, mais toujours pour se dire que dans le projet, le dynamisme commercial doit être préservé. Et là, je voudrais effectivement rebondir sur un point qu'a évoqué Jérôme à l'instant. Ce point d'équilibre est extrêmement important, puisque finalement, plus ça dure, ce qui est logique, hein, plus c'est normal, les rapports humains étant ce qu'ils sont, il faut s'assurer que la mayonnaise et l'alchimie subsistent. Bon. Et donc, c'est là où, dans la manière dont, à un moment donné, l'articulation des rôles entre ce qu'on aurait appelé le corporate, le cadre général et le chef d'entreprise, qui même si est chef d'entreprise, il n'est pas salarié, mais il est quand même plus tout à fait aussi autonome qu'il l'était avant où il avait 100% départ. Il y a quand même une alchimie à trouver qui est importante. Et je pense que ça renforce la nécessité effectivement de l'alignement avant sur le projet, sur la longévité et autres. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que si à un moment donné, je discutais encore pas plus tard qu'hier avec un associé qui me dit « Non, mais moi, si je suis là aujourd'hui, c'est que je ne veux pas être salarié. Je ne suis pas salarié. J'ai un certain nombre d'outils dont je me sers volontiers, j'ai un certain nombre de soutiens que j'ai dont je me sers volontiers, et je ne veux pas avoir un certain nombre de contraintes qui font que je suis content d'être dans le schéma dans lequel je suis aujourd'hui. Et pourquoi je suis filiale ? Et ça, je pense que c'est très important parce que ça veut aussi dire que pour cette alchimie tienne, dans la transmission, surtout quand elle est long terme, me semble-t-il, il doit avoir cette intelligence quelque part de situation pour s'assurer que dans le rapport entre les différentes parties prenantes, on n'est pas en tête un schéma plutôt classique, qui est quand même celui qui, malgré tout, existe beaucoup dans les cabinets sur toutes les plus importantes, qui est celui quand même du salariat. Et donc, surtout, parce que là aussi, il y a quelque chose qui n'a pas été évoqué, mais qu'il faut avoir en tête, c'est notre chef d'entreprise, notre courtier, par essence, il est quoi ? C'est un commercial. Et on ne va pas se mentir, la gestion de commerciaux, il n'y a rien de plus terrible. Parce qu'il y a de la gestion d'ego, parce qu'il y a de la susceptibilité, parce qu'il y a l'envie de la gagne, parce que. Et donc tout ça, loin de moi l'idée de dire que la gestion de comptable, la gestion de gestionnaire, la gestion de RH, ce n'est pas un exercice difficile. Loin de moi l'idée de minorer le travail de mes collègues des fonctions support. Mais la gestion de commerciaux avec tout là aussi, cette particularité de personnalité de courtier que Jérôme évoquait tout à l'heure, je pense que c'est très important. Et donc, ce point d'équilibre, s'il n'est pas ménagé, peut devenir un point de bascule qui fait que finalement, au-delà de la transmission, dans la vie de la transmission,
me semble-t-il, avant une échéance de 3 ans ou même au-delà de ça, quel que soit le terme, ça peut péter par déception. On se dit mais attends, mais pourquoi il m'enquiquine là? J'ai pas envie de remplir le tableau de bord. Oui, mais tu comprends, c'est parce qu'on va faire un point avec les partenaires assureurs et on veut juste avoir une vision ensemble. Ouais, mais non. Enfin voilà, donc on peut aussi avoir assez rapidement des risques d'irritants. Et il ne faut pas minorer effectivement ces signaux faibles qui peuvent, à un moment donné, au-delà de la belle histoire, devenir un cauchemar partagé. Ce n'est pas l'objectif, me semble-t-il. Très bien, merci pour ces précisions. Vous êtes redoutable sur l'horaire, on est pile poil au milieu de la réunion. Il nous reste 30 minutes. Vous êtes au top, je vous propose qu'on passe aux valorisations de marché, qui est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Et je vais commencer par Jérôme. Hop, patate chaude. Jérôme, comment sont valorisés aujourd'hui les cabinets de courtage? Quelles sont les tendances? Quels sont les multiples? On entend tout et n'importe quoi. Moi, j'écris parfois des multiples incroyables. Quelle est votre vision de ces valorisations aujourd'hui? Merci Jérôme d'avoir pris la question, hein, c'est sympa. Oui, alors la question est effectivement, elle est surtout très vaste et accessoirement un petit peu mouvante. La question de la valorisation, sans vouloir faire un cours de finance, c'est toujours la même chose. Il faut différencier la valorisation évidemment de l'activité, de la valorisation des titres de l'activité. Entre les deux, pour faire simple, il y a la question de la dette. Donc effectivement, quand vous avez quelqu'un qui vous dit « moi, mon cabinet, il vaut tant », sans un petit retraitement comptable et financier, on ne pourra pas corroborer ces dires. Donc la question de la valorisation dépend bien évidemment de l'activité et des périphériques de l'activité, s'il y a eu un endettement qui a été effectué par ailleurs. Ensuite de quoi je ne voudrais pas filer la métaphore grivoise après le court mais intense, mais la taille ne fait pas tout dans les cabinets de courtage et dans la corrélation avec la valorisation. Je la garde quand même. Hein. Oui. Mais en fait, vous écrivez les journaux, moi je les lis, donc je vois les mêmes coefficients et quelquefois je participe à la réalisation des coefficients que vous lisez dans les journaux sur les valorisations. Il faut être évidemment très prudent sur ces valorisations puisque il faut différencier toutes les situations. Alors ça va être très difficile de brosser un tableau exhaustif de toutes les situations, mais vous comprenez bien de prime abord que la valorisation d'un cabinet de courtage qui fait entre 1 euro de chiffre d'affaires et 150 ou 250 000 euros de chiffre d'affaires ne peut pas être la même que la technique de valorisation utilisée pour un cabinet qui fait entre 250 000 euros de chiffre d'affaires et 2,5 millions ou au-dessus de 2,5 millions de chiffre d'affaires. Donc, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand nous sommes interrogés sur une valorisation d'un cabinet, d'une activité, nous utilisons tous les moyens à notre disposition pour faire cette valorisation. Les deux moyens les plus classiques que vous connaissez probablement, c'est la méthode des multiples appliquée au chiffre d'affaires par typologie de clientèle et d'activité. On pourra détailler un petit peu ça. Et puis, les valorisations financières. Plus vous êtes un gros cabinet, plus la question financière va devenir importante sans pour autant être complètement décorrélée du multiple de l'activité. Et plus vous êtes un petit cabinet, plus vous allez être dépendant de la méthode des multiples du chiffre d'affaires plutôt que de la méthode financière. La raison en est assez simple et assez compréhensible. Quand vous avez un acteur d'une taille équivalente ou supérieur qui s'intéresse à un cabinet d'une taille équivalente ou inférieure va se poser la question de savoir qu'est-ce que ça va générer dans son activité existante comme goodwill, comme supplément d'affaires pour son activité. Et donc, dans ce cadre-là, il va probablement valoriser d'une manière supérieure l'activité qu'il cible, alors que d'un point de vue financier, il n'y a probablement facialement pas de rentabilité. Inversement, quand vous êtes sur des opérations de plus grande envergure où vous avez, voire même des fonds qui s'intéressent à des gros acteurs, on est
bien évidemment beaucoup plus sur une valorisation financière, parce qu'il y a un objectif intrinsèque, non seulement de financement, mais de rentabilité. Vous savez qu'un fonds aime bien sortir avec plus-value au bout de 5 ans et 7 ans si ça s'est mal passé. Donc évidemment, ça influe sur la valorisation. Alors, peut-être m'attendez-vous sur des coefficients avant d'aborder la question des coefficients. Combien Non, avant d'aborder la question des coefficients, il faut être très prudent sur... vous savez ce qu'on dit en bourse, hein, les performances passées ne préjugent pas des performances à venir, etc. J'ai tendance à dire à l'heure actuelle à mes clients vendeurs que c'est le moment de vendre, et inversement à dire à mes clients acheteurs que c'est le moment d'acheter. Vous créez l'offre et la demande directement, du coup. Alors, je crée l'offre. Alors, effectivement, on pourrait penser que je prêche pour ma paroisse. Alors, vous verrez que ça n'est pas tout à fait vrai, parce que de manière assez transparente, je communique habituellement sur la question de l'intermédiation en France. L'intermédiation des cabinets de courtage est finalement assez minoritaire. Les chiffres que je vais vous donner sont complètement empiriques, mais nous considérons que 80% des transactions dans le courtage d'assurance sont non intermédiées. C'est-à-dire ce sont deux courtiers qui se sont rencontrés à Station F et qui, sans passer par quelqu'un comme moi, vont décider de faire quelque chose ensemble. C'est évidemment une configuration que je ne préconise pas pour plein de raisons que je pourrais vous exprimer, mais évidemment ça arrive, et ça arrive dans 80% des cas. Les 20% qui sont intermédiaires, il y a un certain nombre d'acteurs, il y en a qui sont dans la salle d'ailleurs, et que je salue comme d'éminents confrères, mais notre position, et qui encore une fois est complètement empirique, est de dire que nous intermédions avec nos 25 petites opérations par an 80% du marché intermédiaire. Donc ça vous indique deux choses. Ça vous indique le fait que le nombre de transactions est très limité et que le recours à l'intermédiaire est assez rare. Alors, les performances passées ne préjugeant pas des performances futures, il faut comprendre que le moment est compliqué à l'heure actuelle, notamment pour les questions de financement qu'on a évoquées tout à l'heure avant la table ronde. À partir du moment où tout le monde avait la possibilité, que ce soit à titre particulier ou que ce soit à titre professionnel, de se financer à des taux défiant toute concurrence, c'est comme pour l'immobilier. Plus les taux sont bas, plus les montants montent. Plus les taux sont hauts, plus les montants descendent. Ceci va rester vrai jusqu'à la nuit des temps, puisque c'est la capacité de financement, c'est la capacité que les gens vont avoir à payer. Alors évidemment, si on est sur un groupe de courtage qui a plein de fonds propres, qui a déjà un accord des banques pour le financement et qui est capable de payer sans condition suspensive de financement et qui fait son affaire de son refinancement par derrière, ça ne posera évidemment pas de problème de payer un prix décorrélé de la valeur financière. En revanche, pour des opérations, j'allais dire, de pair à pair, il est clair que ça va poser une difficulté. Et pour ce qui est des grosses opérations, je pense qu'il va encore y avoir, et nous sommes d'ailleurs nous-mêmes sur des grosses opérations qui sont un peu, j'allais dire, la queue de la comète, c'est-à-dire des groupes de courtage ou des fonds qui ont levé des fonds, qui ont donc à l'heure actuelle encore du cash, qui leur permettent de procéder à des acquisitions dans une configuration de marché que nous considérons comme passée. Et j'ai toujours pas parlé des coefficients. J'ai bien compris que j'aurais pas de réponse. Non, il peut y avoir une réponse. Je vais enchaîner avec Henri-Jacques. Henri-Jacques, est-ce qu'on peut parler de critères d'évaluation plus ou moins importants dans ce type de transmission ? Bon, moi, je vais quand même répondre un peu pour Jérôme. Nous, on achète selon 3 catégories: les courtiers généralistes, les courtiers qui font du professionnel ou de l'entreprise, ou les courtiers spécialistes. Et on achète selon qu'ils sont au-dessus ou en dessous d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. On achète à 2 fois les commissions
Ça peut monter sur certains critères que je vais définir juste après. Et nous achetons à entre 6 et 7 fois l'EBITDA pour les cabinets de plus grande taille. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de se dire qu'il y a une dimension d'intuitu personné absolument majeure dans les cabinets que nous sourçons, dans les cabinets que nous étudions. Et cette dimension de l'intuitu personné, en général, elle est vécue assez négativement par l'acquéreur qui a peur de trop dépendre du vendeur, de la personnalité du vendeur. Nous, c'est exactement l'inverse qu'on pense. Et on y rajoute même une dose de ce qu'on pourrait appeler d'intuitu localé, c'est-à-dire le fait qu'un cabinet est un cabinet de proximité est une institution locale et que ce localisme a une valeur intrinsèque. Donc on en fait un critère de valorisation qui est conséquent. Donc certes, il y a le chiffre d'affaires, certes, il y a l'EBITDA, il y a cette dimension donc de proximité qui est importante. Et ensuite, on rajoute quand même un critère qui est important, c'est la capacité d'un cédant à travailler en équipe. Souvent, les courtiers sont des gens assez seuls dans l'exercice de leurs fonctions. Ils doivent prendre des décisions, c'est des patrons. Et là, vous avez bien compris que dans le schéma LAPI, on est dans un schéma avec un travail en équipe. Et donc, ce qui va aussi créer de la valeur chez un courtier, c'est est-ce que dans une équipe, il peut faire la différence, un petit peu comme on l'imaginerait dans une équipe de foot ou une équipe de rugby. Vous pouvez mettre, je ne sais pas si Messi c'est le bon exemple, mais vous pouvez mettre Messi tout seul, ça ne donnera rien. Il faut vraiment qu'il y ait toute cette dimension collective qui se passe. Voilà, donc nous, on a encore une fois pas mal de critères qui nous permettent de chiffrer les cabinets. Merci pour ces précisions. Charles-Philippe, c'est quoi aujourd'hui les tendances actuelles en matière de financement? LBO, LBMO, je ne les connais pas tous. Alors, on va peut-être garder la question sous le coude parce que j'aimerais réagir par rapport à certaines choses que j'ai entendues. On va y revenir, mais il nous reste, comme on a un peu d'avance. Alors, moi j'ai personnellement 2 énormes tares dans les assurances. J'y connais rien en bagnole et rien en foot. Alors autant dire qu'à la machine à café, le lundi matin, j'étais un peu seul et je ne comprenais pas trop tout ce qui se disait. Bon voilà, je ferme la parenthèse. Donc je ne m'hasarderai pas à reprendre l'analogie qui a été faite par rapport au foot, parce que j'aurais plutôt été tenté de dire, sans doute de manière très hasardeuse, que la question de Messi qui joue en équipe, c'est important, mais la question, c'est ce qui marque des buts. Et en fait, ce qui est très intéressant, me semble-t-il, dans ce qui vient d'être dit à l'instant par mes 2 camarades intervenants, c'est que pourquoi est-ce qu'aussi il y a des industriels, des fonds, une multitude d'acteurs qui sont très intéressés à racheter des cabinets? Il faut revenir sur les fondamentaux parce qu'on est sur un métier de remplacement et que le coût d'acquisition d'un client est élevé. Pourquoi? Là aussi, sans vouloir être provoque, mais appelons un chat un chat. Il y a beaucoup plus de personnes qui sont bonnes en suivi qu'à faire de la chasse et à rentrer des affaires nouvelles. Donc la vérité, elle est où? La vérité, me semble-t-il, et on revient sur l'équipe. Bien sûr qu'on achète un portefeuille, bien sûr qu'on achète une valorisation, bien sûr. Mais il ne faut pas oublier, me semble-t-il, aussi 2 choses. La première, c'est qu'on achète aussi dans l'équipe éventuellement d'excellents buteurs. D'excellents buteurs. Et ça, c'est important, au-delà de la personnalité du dirigeant, de savoir ce qu'il en est. Parce que bien sûr que le dirigeant, là aussi, selon la taille de cabinet, il est aux affaires. Mais il va peut-être avoir finalement, un peu comme dans l'inspecteur Gadget, les nostalgiques se souviendront que l'inspecteur, il sauve toujours la journée, mais c'est Sophie et le fidèle chien Fido qui font tout le boulot. Exactement, peut-être qu'on a notre inspecteur Gadget qui est le patron du cabinet, qui fait bien le travail, c'est sûr, mais on a peut-être notre petite chargée de clientèle, un peu sous-cotée, pas forcément trop estimée, qui ouvre pas sa gueule, mais qui, elle, fait vraiment le travail de fond, qui tient vraiment la relation clientèle. Et en fait, au-delà de celui qui fait la vente, c'est quand même elle ou lui ou d'autres commerciaux qui vont vraiment permettre, mis dans les bonnes conditions en termes d'environnement, avec un peu plus de ressources, peut-être une émulation d'équipe plus intéressante et autres, de vraiment pouvoir se révéler et là de générer de la valeur. Et ça, je pense que ça passe au-delà de la personnalité
du ou des actionnaires et du dirigeant. Là aussi, selon la taille des cabinets, hein, évidemment, donc, ce sera plutôt sur des cabinets avec quelques personnes quand même. Mais il ne faut pas négliger ça, parce que là aussi, dans la valorisation, pour le coup, le vrai goodwill, là, ça c'est quelque chose qui est très important en se disant, si on enchaîne finalement des super buteurs en devenir, là, au-delà de ce qu'on va réussir à acheter, tout ce qu'on va pouvoir optimiser, là, on va pouvoir avoir un effet de levier beaucoup plus important. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Et la deuxième chose sur laquelle je voudrais aussi réagir, c'est qu'il peut y avoir un intérêt à aussi sécuriser un partenaire privilégié. Voilà. Si à un moment donné, vous avez un partenaire qui vous amène beaucoup, si on prend un courtier gestionnaire par exemple, vous avez un courtier partenaire qui vous emmène beaucoup de gestion pour compte et qui dit qu'il va vendre son portefeuille, voilà, peut-être que vous allez éventuellement vous mettre sur les rangs pour l'acheter, peut-être éventuellement au prix fort, si ce n'est pour éventuellement sécuriser le business que vous avez en gestion, ou ça peut être valable éventuellement sur du business croisé qui peut vous amener. Et donc on voit bien que, au-delà des aspects de valorisation, c'est là où je me permets de porter la voix peut-être du modeste mec qui est content de signer des mandats exclusifs d'études et de signer 2-3 ordres de remplacement. Et plus jouissif encore qu'un ordre de remplacement, c'est un contre-ordre de remplacement. Bon, celles et ceux qui l'ont déjà vécu, ils savent que là, c'est vraiment quand même le nirvana commercial de se dire qu'on a vraiment fait la nique à un confrère. Mais je ferme la parenthèse là-dessus. Et donc finalement, c'est aussi de se dire qu'au-delà de tout l'aspect financier, il y a quand même des fondamentaux métiers qu'il ne faut pas éviter. Et je pense que pour faire le lien effectivement avec le teasing remarquablement fait par Jérôme quand même, qui a réussi à apporter beaucoup d'éléments sans lâcher de coefficient immédiatement, donc je suis sûr que lui il va pouvoir reprendre la question que j'ai posée. C'est un métier. Je tiens simplement à dire que sur ce point-là, la qualité ou l'importance des coefficients de rachat finalement se retrouve à masquer tous ces fondamentaux métiers qui, eux, pour le coup, à moyen long terme, peuvent être générateurs de beaucoup plus de croissance, me semble-t-il, et d'effets de levier beaucoup plus intéressants, si derrière, ils sont bien exploités. Voilà. Et c'est là où je trouve qu'on retombe sur ce mot que très souvent, on oublie de dire dans toutes ces discussions, c'est le client. C'est le client. Vous rachetez un cabinet qu'OF 24, qu'OF 30 de l'EBITDA, c'est exceptionnel. Les clients, ils ne se retrouvent pas dans l'opération. Alors, on va considérer que l'earn-out aura été bien négocié et que ce sera juste une portion infime éventuellement de ce qui sera payé du prix. Je veux dire, fin de l'histoire. Hein, l'acquéreur aura perdu. Et il y a quelque chose aussi qu'on n'évoque pas, me semble-t-il, c'est le fait que souvent, là aussi je veux jeter sur les quelques minutes qui nous restent, un petit pavé dans la mare, c'est dans les différents modèles de transmission, là aussi à vouloir gonfler éventuellement, il ne faut pas être dupe, dans la rencontre entre l'acquéreur et le cédant dans ce projet, dans cette séduction, dans cette danse du ventre. Bon, alors évidemment, c'est sûr que la danseuse du ventre qui gonfle un peu le ventre, comme la grenouille, c'est moins séduisant. Mais c'est quand même une réalité, avec souvent une érosion mécanique de quoi 10, 15, 20% éventuellement au bout de 12 et 24 mois, qu'il faut réussir à circonscrire, parce que ça vaut quand même de l'argent. Et donc ça, finalement, c'est quand même dans cette analyse un peu plus fine de ce qu'il y a derrière le bilan, quitte effectivement, dans la mesure du possible, à avoir au niveau des équipes, au niveau des personnes un peu clés ou qui tiennent un peu le business et qui ont cette capacité à s'inscrire dans les complémentarités en termes de cross-business, par exemple, ou en termes de capacité à pouvoir se dire moi, je veux vraiment pouvoir capitaliser sur le nouvel écosystème dans lequel on va me donner l'occasion d'évoluer. Et ça, effectivement, voilà, au-delà de l'aspect purement financier, je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être entendu parce que ça a une valeur qui est peut-être, de mon point de vue, mais encore une fois, je ne suis pas le plus financier de la bande sur le plateau, peut-être plus difficile à quantifier, mais qui, à mon avis, est loin d'être négligeable. Voilà. Alors, donc, ce qui fait que comme ma réponse était un peu longue, mais comme disait Georges Marseille... C'est une très très large parenthèse, attention, je vais sanctionner. Georges Marseille disait, c'était peut-être votre question, ce sera ma réponse. Très bien. Voilà, donc je note la jurisprudence inspecteur gadget pour la punchline qui vous manquait. On va parler pour cette dernière partie, parce qu'il nous reste une dizaine de minutes, de la préparation et de l'accompagnement. Comment s'armer différemment. Charles Philippe, vous avez mangé pas mal de temps de parole, du coup je vais passer directement à Jérôme. Jérôme, quels sont les délais minimums pour préparer son opération? Là encore, je vous demande des chiffres. Et surtout, combien de temps ça dure ensuite? C'est très important, on a parfois l'impression que c'est très long. Moi je suis journaliste, parfois j'entends parler d'un deal et puis j'ai l'impression qu'il se fait 1 an et demi après. Ça me paraît très long, est-ce que c'est normal? C'est quoi un peu les délais auxquels on peut s'attendre? C'est un peu combien de temps met le fût du canon pour refroidir de Fernand Reynaud? Un certain temps? Ça fait beaucoup de punchline, Jérôme. Non, c'est évidemment très variable, donc c'est très difficile de répondre de manière précise. Il faut différencier la partie amont et la partie aval. La partie amont, c'est tout le temps de préparation qui va arriver jusqu'au moment où il va y avoir une lettre d'intention qui va être contresignée entre un vendeur et un acheteur.
Et ensuite de quoi il y a la partie aval, c'est qui va la période de temps qui va nous permettre de descendre vers la signature définitive du contrat. J'allais dire la partie amont peut être infinie et va dépendre souvent du projet d'entreprise, du projet de transmission qui est choisi. Si c'est un projet familial, évidemment, ça va durer sur plusieurs années, voire même sur plusieurs générations, puisque c'est l'objectif du projet familial. Si c'est un projet de cession pour un départ à la retraite, on peut l'anticiper, ne serait-ce que pour une raison fiscale de 2 ans avant l'âge légal du départ à la retraite. Cette partie donc amont peut être assez variable. La partie aval est plus normée, je dirais, puisque entre le temps nécessaire à la réalisation d'un certain nombre de tâches administratives, juridiques, comptables, financières, il est difficile d'aller en dessous de 3 mois, par définition. Alors si on est sur une petite opération avec un paiement direct du courtier sans financement bancaire, on peut évidemment avoir une opération qui se fait en 1 semaine. D'une certaine manière, les protagonistes se tapent dans la main et tout se passe très bien. Si on est sur une opération un peu plus encadrée, avec justement cette LOI signée en amont, il y a la période de levée donc des conditions suspensives, la période d'audit où on va auditer la société sur la partie commerciale, sur la partie juridique, sur la partie RH, sur la partie comptable, je ne sais plus si je l'ai dit. Et puis, il y a l'obtention du financement. Et souvent, en fait, on s'aperçoit que le rythme de la partie aval, qui débouche à la signature définitive du deal, dépend de la partie financière, c'est-à-dire de la partie financement. Alors peut-être un mot sur le financement, mais comme vous l'avez entendu et lu dans les journaux, la question financière devient de plus en plus un sujet, puisque les banques sont moins réactives, moins enthousiastes, avec des conditions de financement qui sont plus resserrées, ce qui fait que dans notre domaine d'activité, alors même que vous avez la chance d'être dans un métier qui continue à être financé très largement par le secteur bancaire, il y a, à l'heure actuelle, beaucoup de deals qui n'aboutissent pas pour des questions de financement bancaire. Très bien, c'est bien de le rappeler. Henri-Jacques, pour terminer peut-être ce talk, parce qu'on arrive à la fin de cette discussion, quand je suis courtier et que je veux transmettre auprès de qui je dois me rapprocher, j'imagine auprès de l'API, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes, institutions auxquelles on ne pense pas? Quelle est votre vision? Je pense que tout d'abord, il faut se rapprocher de soi-même, il faut faire une certaine introspection et savoir quel est le projet de vie qu'on veut, projet de vie professionnel qu'on veut mener. Nous, l'API, on s'adresse surtout à des gens qui ont une cinquantaine d'années. Il peut y avoir des exceptions. Mais c'est des gens qui doivent se poser la question de leur dernière partie de vie professionnelle. Et à ce titre, c'est vraiment important de dire, ben voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire, hein. Cette notion de plaisir dans le boulot, elle est de plus en plus importante. On parle beaucoup du sens dans le travail, etc. Donc, je pense que le cédant doit vraiment se poser la question: est-ce que j'ai envie de faire le tour du monde à la voile ou d'aller à la pêche? Et à ce moment-là, il ne faut pas se rapprocher de l'API. Ou alors, au contraire, si vous avez un cédant qui a encore du jus, si je puis dire, une envie de transmettre, qui est en pleine possession de ses capacités intellectuelles et qui en général est bon, parce que c'est des gars qui sont... Alors je dis des gars, il y a aussi quelques femmes, mais c'est vrai que c'est hélas un secteur qui est outrageusement dominé par les hommes. Et c'est vrai que celui qui veut continuer, il a tout intérêt à venir vers nous pour construire sa transition en douceur. Il y a des gens qui viennent vous voir, il y a des cibles que vous identifiez. Je ne vous demande pas de nom, mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de cabinets sur le marché qui sont dans ce type d'approche? Oui, on a pratiquement tous les 2 jours un cabinet qui vient nous voir. Donc, on estime que nous, on pourra atteindre
notre cible de 70 acquisitions à 5 ans. Mais là, on a un trend, hein, comme on dit, on a une trajectoire qui est extrêmement tirée. Et on reçoit... alors, ça reste très anonyme, c'est un peu à l'image de la salle. Les gens ne disent pas quand ils vendent leur cabinet. C'est vrai, et je le déplore. Mais on vient beaucoup nous voir pour construire un projet de transmission en douceur. Très bien. Ce talk arrive à sa fin. Merci beaucoup, messieurs. On peut les applaudir, s'il vous plaît, pour ces interventions